Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Happy Sunday, chaleureux dimanche à tous, heureux de vous retrouver pour cette première édition de Dimanche VIP, votre tout nouveau programme hebdomadaire dominical. Et pour cette première édition, nous avons le plaisir d'accueillir un invité de marque. Ce sera ça également la marque de ce programme, un invité de choix, un invité précieux, un invité avec lequel, durant sensiblement 2 heures, nous allons parcourir sa vie, son parcours, son itinéraire, ses réalisations. Et pour ce dimanche particulièrement, l'invité qui nous fait l'amitié d'être là, il est maire, élu, rendu déjà son 3e mandat. J'ai l'insigne honneur de vous introduire le maire de la commune d'Obala, Simon-Pierre Idiba. Bonjour et bon dimanche. Bonjour Sipo, bonjour Serge. Je voudrais profiter de cette occasion que vous m'offrez pour dire bonjour aux populations d'Obala qui m'ont renouvelé leur confiance il y a quelques semaines. Et je voudrais leur souhaiter de passer un bon dimanche, mais surtout de continuer leurs efforts à barrer la route à ce virus qui fait des ravages, donc à continuer à observer toutes les règles barrières, tous les gestes qui leur ont été édictés pour éviter une contagion beaucoup plus poussée de ce virus. Je sais que ces populations observent ces mesures depuis leur lancement et qu'elles continuent de travailler dur pour que Obala reste cette mamelle nourricière de la capitale Yaoundé et que les populations d'Obala restent ces populations dynamiques qui feront encore parler d'elles pour que véritablement notre localité, notre commune décolle. Très bien, merci pour ce propos introductif. Ça n'a pas été évident de vous avoir, monsieur le maire, tant on sait que votre agenda est très chargé dû à vos fonctions à la tête de l'exécutif communal d'Obala. Normalement, le dimanche, vous aurez préféré vous reposer. Est-ce que vous vous sentez en forme, vous vous sentez prêt à affronter ces 2 heures d'échange pour parler non seulement de votre ville, mais également de votre parcours et quelques enjeux
qui mine comme ça la société camerounaise et le monde en général. Vous avez évoqué tout à l'heure la pandémie du Covid-19. Oui, mais c'est un plaisir, c'est aussi un honneur de penser au maire de la commune d'Oubala, c'est pas Yaoundé. C'est un honneur, c'est un plaisir. D'être le tout premier invité de cette émission, oui, c'est la toute première édition de Dimanche VIP. D'avoir le privilège d'être le tout premier, mais aussi l'occasion de parler de notre commune. Donc, un dimanche, j'aurais pu me reposer, c'est vrai. Passer le temps en famille avec les enfants, avec votre épouse. Le maire n'a pas d'heure, n'a pas de jour. Il travaille tous les jours. Il s'emploie tous les jours en tant que bâtisseur à apporter quelque chose de plus. Alors, ce dimanche matin, d'ailleurs, j'étais dans un chantier de reprofilage des pistes communales. Il fallait bien que j'aille évaluer un peu ce qui se fait là-bas pour voir si les populations sont satisfaites du travail qui est fait. Vous observez que lors de votre passage à Oubala, vous avez trouvé des chantiers, vous avez visité des chantiers. C'est des chantiers en cours, c'est des chantiers qui évoluent même le dimanche. Donc j'ai dû faire un tour ce matin et j'ai trouvé que le travail se passait normalement et je me suis empressé de venir sur Yaoundé pour prendre part à cette belle émission. Vous dites si bien, vous le dites si bien, je suis le tout premier. Je ne sais pas pourquoi vous avez porté votre choix sur Oubala. Peut-être. Vous avez évoqué tout à l'heure le caractère de la ville d'Oubala. Vous avez dit c'est la mamelle nourricière non seulement du département, mais on va dire un peu du Cameroun en général, la capitale et les autres agglomérations du Cameroun. Tout à fait, c'est de notoriété publique et ces gens continuent de travailler même le dimanche. Surtout que pour la plupart ils sont chrétiens. On a réduit un peu le nombre dans les églises, donc certains en profitent pour continuer à travailler dans les champs et dans les plantations, à œuvrer pour que Yaoundé ait toujours des vivres, que les populations d'Oubala elles-mêmes ne meurent pas de faim. Et les autres villes également du département de la Léquié. Tout à fait. Elégué-Fomo. Vous voulez m'amener à dire que c'est un peu la métropole de la Léquié? C'est pas faux. Le marché tourne tous les jours, 7 sur 7. Et si vous faites un tour du côté d'Nkomtou, où vous aviez au départ un petit marché dominical, vous trouverez qu'il y a une très forte population là-bas qui se ravitaille. Et ils ne viennent pas seulement d'Nkomtou, ils viennent d'ailleurs, ils viennent de Yaoundé, ils viennent de Soa, ils peuvent aussi venir de Monatélé d'ailleurs. Très bien, monsieur le maire, en parcourant quelques statistiques sur la ville d'Oubala, officiellement, Oubala est censé être peuplé à hauteur de 133 000. Mais quand on a parcouru la ville, il y a une forte densité. Aujourd'hui, quelle est à peu près la taille de la ville d'Oubala à ce jour? Bon, la ville ou la commune, je ne sais pas de quoi vous souhaitez que nous parlions. La commune, puisqu'il faut préciser effectivement que la commune d'Oubala est constituée de la ville d'Oubala proprement parlée et de 83 autres villages. Voilà. Je vais dire globalement qu'Oubala comprend une centaine de villages et 8 chefferies de groupement. Et une population qui avoisine aujourd'hui les 150 000 habitants. Vous savez que le dernier recensement date de quelques années, mais nous avons eu l'occasion, lors de la distribution des moustiquaires qu'a offerte le président de la République aux populations, nous avons eu l'occasion de constater que le nombre n'était plus celui du recensement. Les ménages se sont multipliés, la population a accru. Et je dois vous dire qu'en 2007, quand nous arrivions à la tête de la commune d'Oubala, le périmètre urbain comprenait à peine 5 000 habitants. Mais aujourd'hui, ils sont 50 000. Donc vous voyez bien que ça va très vite, ça évolue, ça peut s'expliquer. Yaoundé évolue, il y a
également dans la Léquié une forte concentration de certains grands projets qui attirent et qui font venir des travailleurs. Et ça fait que Obala, restant cette métropole, beaucoup habitent la ville d'Obala et vont travailler à Batchenga, tout comme beaucoup habitent également la ville d'Obala et vont travailler à Yaoundé et ailleurs. Officiellement, les statistiques nous disent que Obala est établi sur une superficie de 475 km². On a pu le constater sur le terrain. C'est une commune qui est très vaste, avec sa zone urbaine, périurbaine, également rurale. Vous avez évoqué tout à l'heure les villages. Officiellement, on dénombre 83. Vous avez dit dans la réalité un peu plus d'une centaine. Oui, environ une centaine, parce que vous avez des grands hameaux qui se confondent à des villages aujourd'hui et les populations se sont établies davantage dans des zones qui n'étaient presque pas habitées. Et ça fait l'objet de l'extension des villages et peut-être que à la faveur d'un redécoupage futur, il faudra bien penser à rapprocher l'administration des administrés en leur donnant ces unités-là pour que les populations soient mieux encadrées. Vous parlez de redécoupage parce que en fait, Obala a déjà subi deux découpages administratifs. D'autres localités étaient intégrées à la commune d'Obala. Alors je voulais surtout parler des villages parce que ce redécoupage qui concerne les unités administratives, comme vous le dites si bien, a eu lieu à une époque et Obala, qui dans ses anciennes limites comprenait aussi bien Eling-Fomo que Batchenga, a vu naître ces unités administratives qui sont devenues autonomes, mais jusque-là, Obala reste une très grande unité administrative, une très grande commune, avec une centaine de villages. Vous voyez bien que si on fait la comparaison, à Eling-Fomo, on a environ 25 et à Batchenga un peu moins. Donc Obala est resté quand même cette maman qui a vu naître des enfants qui peuvent également grandir et qui grandissent d'ailleurs. Donc quand nous allons sur le terrain, il y a des villages qui sont assez grands et qui posent parfois un problème d'encadrement des populations. Je vais prendre l'exemple d'un village qui est le mien, comme Toutroua. Quand vous passez vers le péage, c'est mon village. Mais vous ne savez pas jusqu'où va ce village. À l'intérieur, à la limite avec soi. Alors, ceux qui sont de ce côté-là pensent qu'ils sont dans un autre village. Alors, le chef du village d'Nkomo Toutroua est amené à désigner des représentants dans ces autres hameaux qui méritent de devenir plus tard des villages reconnus sur le plan administratif. Au vu de cette densité, au vu également de cette forte superficie, par rapport au chef-lieu Monatélé, on n'est pas peut-être envieux de ce que la capitale départementale aurait mérité de revenir à Obala, au vu également du poids historique de la ville, son poids économique également. Non, on n'ira pas jusqu'à porter ce genre de revendication. Vous savez, c'est l'autorité suprême qui procède au découpage administratif. Et le choix qui a été porté sur Monatélé est bien justifié. Mais cela ne veut pour autant pas dire qu'Obala, qui a été chef-lieu de département provisoire dans les années 63, qu'Obala ne mérite pas de le devenir un jour. Tout dépendra de la décision. Les choix discrétionnaires du chef de l'État. C'est un choix discrétionnaire, mais je dois quand même dire que les populations d'Obala, de plus en plus, demandent à avoir un chef-lieu de département. Ce n'est pas exagéré. C'est-à-dire qu'ils appellent un découpage, par exemple, du département, les Kénoy et les Sud, avec Obala comme chef-lieu de la nouvelle unité. Pourquoi pas, ça peut arriver. Et c'est d'ailleurs le souhait de la plupart de la majorité de notre peuple à Obala. Bon, mais ce n'est pas une revendication en tant que telle.
c'est que compte tenu d'un certain nombre de paramètres, on peut estimer qu'à un moment donné, Obala devienne un chef-lieu. Bon, n'insistons pas trop là-dessus parce que je ne pense pas que ce soit l'objet de notre On a émission. souvent vu des revendications, des mémorandas de certaines élites dans certaines localités appelant à de tels regards du chef de l'État. De toute façon, l'arrondissement reste l'unité administrative de base. Donc, quand on veut rapprocher les populations de l'administration, on peut penser à le faire, mais il y a d'autres considérations. Il y a d'autres considérations, et je pense que le moment n'est pas au redécoupage, donc le moment n'est pas aux revendications, mais nous pensons que si un jour l'État jetait un regard sur cet aspect de la gestion de notre pays, Obala a de bons arguments pour demander, sans rien prendre à quelqu'un d'autre. Parce qu'aujourd'hui, c'est Monatélé qui est le chef-lieu du département de la Léquier. Obala ne prendra rien à Monatélé, ni à quelqu'un d'autre. Obala demandera peut-être qu'on reconnaisse qu'il a besoin de certaines structures, de certains services qui pourraient permettre son développement harmonieux et rapide. Tout à fait. Ce n'est pas une revendication spécifique, ça fait partie de la politique générale et ça peut aboutir à quelque chose de ce genre. Mais je l'ai souligné, Obala a été chef-lieu provisoire du département et il n'a pas mal porté cette responsabilité, ce privilège. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le terme le peuple d'Obala. Ce peuple est majoritairement constitué de Béti, précisément de la communauté Etone, qui vit en parfaite cohabitation avec les populations venues des autres régions du Cameroun, notamment les Bamileke, les Haoussa, les Bassa, les Yambassa. Mais très récemment, ce vivre ensemble a été mis à mal dans votre localité, monsieur le maire. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'aujourd'hui, la cohésion sociale, on va dire ainsi, à Obala, est revenue au beau fixe? Obala, par définition, est un laboratoire du vivre ensemble. Si vous êtes passé par là, vous avez dû constater que centre-ville d'Obala, il y a une multitude de peuples qui cohabitent d'ailleurs pacifiquement. En parfaite harmonie. Et en parfaite harmonie, vous êtes certainement passé par le quartier Bamileke, qu'on appelle quartier Bami, le quartier Aoussa, et déjà on voit apparaître également d'autres quartiers avec des noms spécifiques, et vous n'avez pas noté, même au marché, qu'il n'y avait que les ressortissants d'une ethnie. Vous avez dû voir que dans le grand marché d'Obala, il y a également les ressortissants de toutes ces tribus, de tous ces clans, de toutes ces ethnies qui se retrouvent là et qui ensemble mènent des activités qui font porter fièrement le nom de mamelle nourricière à la ville d'Obala. Donc, vous évoquez un épisode triste mais très lointain. Très éphémère. Très lointain, éphémère. D'avril 2019, oui. Qui est passé très vite. J'étais même une fois déjà sur ce plateau et nous l'avons évoqué. C'était un fait banal. Une bagarre entre deux adolescents qui a qui a connu une victime. Et ceux qui voulaient bien manipuler l'opinion se sont mis derrière pour dire qu'il y avait affrontement entre les tribus. Il n'en a rien été. D'ailleurs, vous n'avez pas appris qu'il y a eu d'autres victimes après celle de la bagarre entre les deux adolescents. Et ça a été très vite réglé parce que personne n'avait intérêt à vivre ce genre de climat entre les tribus, entre ces clans, entre les ethnies qui vivent ensemble depuis très longtemps. Et vous avez vu le développement de l'affaire par la suite, ça a été très vite oublié. Et je ne pense pas que lors de votre passage à Obala, vous
avez appris qu'il y a eu autre chose après. Donc, ça n'a pas été mis à mal. Il y a eu un incident dont l'origine n'avait rien à voir avec l'origine communautaire. Oui, communautaire, non, pas du tout. Et ça n'aura plus jamais lieu d'ailleurs parce que c'était une alerte. Et les gens se sont assis et ont dit plus jamais ça. Bon, c'est vrai que les bagarres peuvent toujours avoir lieu, mais vraiment, celle-là a failli être interprétée comme un fait qui opposait deux tribus. Il n'en a rien été et la vie continue, la vie a continué paisiblement au Bala. Notre problème aujourd'hui, ce n'est pas le vivre ensemble, c'est peut-être des problèmes de développement parce que ça va très vite. Il faut se donner les moyens de bâtir une commune et une ville où il fait bon vivre. Donc, nous interpellons tout le monde et tous ceux qui sont en Bala travaillent à cela. Il faut donc maintenant canaliser les énergies et encadrer davantage pour que cette commune porte fièrement son nom. Alors, monsieur le maire, c'est un fait éphémère, certes banal, qu'on a vite oublié, mais rappelons quand même qu'au-delà d'Obala, on a eu le cas de Saint-Mélima, on a eu les cas à Fumban, également du côté de Douala. Les tensions communautaires semblent être de plus en plus récurrentes dans notre pays. Lorsqu'on regarde la toile, l'espace cybernétique sur Facebook, on vit un schisme total sur le plan communautaire, des affrontements sur le plan, on va dire, sur le plan tribal. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, au fond, même si ce sont des épiphénomènes de temps en temps, qu'il y a un problème tribal sous-jacent au Cameroun? Il y a un problème de fond, il y a un problème communautaire. À cela, on peut également évoquer, monsieur le maire, la question foncière. Dans une zone non loin de Yaoundé ici, dans une périphérie, on a eu même des victimes. La revendication foncière, toujours sous le prisme communautaire. Certains se plaignent d'envahissement, d'autres, des fils parfois de certains terroirs estiment qu'ils n'ont pas de place. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de jeter un regard particulier afin que ce ne soit pas demain une bombe, un peu comme la crise anglophone qu'on a longtemps laissé couver et qui est devenue un magma dans la République? Je ne partage pas le même sentiment. Ce que je sais, c'est que les communautés qui y cohabitent peuvent avoir quelques petites tensions. Parfois, c'est des tensions interpersonnelles. Ce n'est pas des tensions entre communautés. Mais lorsque ça se répète dans différentes localités, oui, mais sous le même prisme. Serge, le Cameroun a combien de localités? Vous avez compté les localités au Cameroun? Il y en a. Il y en a beaucoup. Alors, s'il y a eu 2 ou 3 cas qui sont même parfois l'objet d'instrumentalisation, vous voyez qu'il y a toujours des gens qui essayent de... Il y a une sorte de main noire qui manipule l'opinion, mais qui ne réussissent pas toujours à atteindre leurs objectifs. Avoir gain de cause. Vous me parlez de Saint-Mélima, ça fait combien de temps? Mais ça a été vite balayé. Hein, ça a été vite balayé et on a compris. On a vu tout le monde à l'œuvre pour dire c'est pas ici que ça aura lieu. Donc s'il y a une main noire, cette main a été très vite coupée. Alors moi je préfère revenir sur Obala. Parce que je ne suis pas de Saint-Mélima, que je ne connais pas toutes les réalités du Cameroun. Mais vraiment, je le redis et je répète, cette affaire a été oubliée. Maintenant, comment nous nous organisons, comment on s'organise dans nos communautés? Et il y en a qui accueillent, il y en a qui arrivent, qu'on appelle les halogènes. Mais il faut que chacun comprenne que quand on vit en communauté, il y a des choses qu'on ne fait pas. Si on vous a cédé un lopin de terre, vous n'allez pas au-delà des limites. Et ça crée des tensions. Et ces tensions n'existent pas seulement entre les ressortissants de plusieurs ethnies. Si vous allez au tribunal de Monatélé, je crois que, sans parler en lieu et place des responsables de ces instances judiciaires, 80% des litiges sont des litiges fonciers. Allez même à Yaoundé, ça commence à se ressentir également. Parce que les gens ont besoin de terres, les gens veulent investir, les gens veulent protéger quelque chose. Ils veulent
protéger une partie de leur patrimoine pour leur famille. Je crois que ce n'est pas une affaire entre ethnies. Ça concerne même les familles. Parce qu'au sein des familles, je vais prendre un phénomène chez moi, les ventes de terrain. Comme nous sommes à côté de Yaoundé, il y a une pression foncière, il y a la pression de la ville de Yaoundé sur Obala. Alors les gens s'amusent à vendre du terrain tous les jours. Ça pose même des problèmes au sein de nos familles. Parce que parfois c'est un patrimoine familial que vous vendez sans avoir consulté les autres. Et parfois le produit même de ces ventes ne sert pas à grand chose. Et parfois donc il y a levé de bouclier, vous qui êtes venu acheter, entre les mains de celui qui n'avait même pas le droit de vendre. Parfois on vous bouscule. Ce n'est pas parce que vous êtes venu d'ailleurs. C'est parce que c'est des affaires qui viennent un peu rompre la paix et l'harmonie dans les familles. Ce n'est pas une affaire entre ethnies. Ça, c'est ce que j'observe. Et j'observe d'ailleurs qu'au plan personnel, ceux avec qui je suis régulièrement ne sont pas forcément de mon village ou de ma localité. Et c'est valable pour tous les Camerounais. Nous nous connaissons tous. Alors, vous avez évoqué des mains noires. Non, il faut que les gens arrêtent de s'employer à vouloir mettre sur la place publique des conflits qui ne peuvent pas prospérer. Et aucun Camerounais n'a intérêt à vivre dans ce climat-là. Disons les choses telles qu'elles sont. Je vous ai parlé d'un problème spécifique, le problème foncier chez nous. Ce n'est pas parce que quelqu'un est venu d'ailleurs qu'il aura des problèmes. Même au sein de nos familles, nous discutons des limites. Un autre visage de cette problématique foncière, certaines populations à la base se plaignent d'une confiscation ou d'un accaparement abusif des élites, notamment les terres pour résider, des terres également pour la production. Vous l'avez dit, au Bala et la mamelle nourricière, il y a une forte production agroalimentaire du côté d'Obala. Est-ce que vous observez ce phénomène dans votre commune? Les accaparements des généraux qui ont 1000 hectares, des hommes d'affaires qui ont 500 hectares. Parfois, ces espaces ne sont pas viabilisés. La production n'est pas toujours optimale aux grandes dames des populations à la base. Là, vous soulevez un autre débat qui ne peut pas être réglé au niveau communautaire, tout simplement. Il s'agit même, au niveau de l'État central, de revoir un peu la réglementation sur le foncier. Est-ce qu'il ne faut pas une réforme? Parfois, les textes disent une chose et la réalité sur le terrain est tout autre. Je prendrai un exemple comme ça. Je ne pense pas que les textes au Cameroun permettent d'immatriculer en votre nom 100 hectares. Mais vous trouverez des gens qui l'ont fait. À des proportions très importantes. La faute est à qui? Est-ce qu'il ne faut même pas revoir toute la législation pour qu'il y ait quand même un partage équitable des terres? Vous en avez qui ont vraiment besoin, qui en ont besoin pour faire l'agriculture ou d'autres activités. Il y en a même qui n'ont pas où enterrer leur mort, ou se construire une case, alors qu'ils sont chez eux. Donc, est-ce qu'on devrait continuer à admettre qu'une seule personne vienne sous je ne sais quel prétexte immatriculer ou parler de manière prosaïque et simple, borner 200, 500, 1000 hectares de terrain? Nous vivons ces phénomènes, peut-être pas spécifiquement en Obala parce que nous n'en avons plus assez pour donner 50 ou 25 hectares à un seul individu, mais non loin d'Obala, dans les localités environnantes, où il y a encore suffisamment de terre, il y en a qui ont pris 400, 500 hectares pour aller faire de l'agriculture ou je ne sais pas quoi, et qui ne l'ont même pas fait. Donc, est-ce que cette affaire-là ne doit pas être bien adressée au niveau central pour qu'on sache quoi faire pour éviter à l'avenir
ces situations qui peuvent générer d'autres situations assez compliquées. Vous pensez qu'on pourrait arriver, comme c'était le cas au Zimbabwe, du temps du le président Mugabe, à une confiscation et une redistribution des terres? C'est vrai que là, c'était sur le prisme, on va dire, racial. Est-ce qu'on pourrait revenir, par exemple, des personnes qui ont obtenu 400 hectares, 500 hectares? Vu le besoin en termes de production aujourd'hui, lorsqu'on n'a pas mis ces terres en valeur, il faut procéder peut-être à une confiscation et une redistribution, à défaut d'accompagner le propriétaire. Alors, que la loi soit d'abord appliquée, celle qui existe, parce qu'elle n'est pas suffisamment appliquée. Je crois d'ailleurs que si ma mémoire ne me trompe pas, le MINCAF actuel a dû prendre certaines décisions concernant les localités de la Liquié, du Fundi et peut-être de la Meuf Wafamba, où règne ce genre de conflit, où ces pratiques ne permettent plus de vivre en paix, où ces pratiques génèrent des procès tous les jours et des procédures administratives, un contentieux qui devient de plus en plus difficile à régler. Donc, je crois que la réflexion doit être davantage poussée pour qu'on ramène un peu plus d'équité dans l'attribution foncière au Cameroun. Je n'irai pas jusqu'à proposer la solution du Zimbabwe. Vous avez dit vous-même que c'était sous le prisme racial et autres. Mais on n'est pas loin de là. Peut-être ceux qui ont un peu plus de moyens en abusent pour priver les autres de cet élément essentiel pour leur survie. Donc, nous pensons, sans être excessif, qu'il faut peut-être une réforme foncière au Cameroun. Pas forcément une redistribution des terres, mais que les règles s'adaptent aux réalités d'aujourd'hui, qui plus tard, si ces pratiques continuent, peuvent nous pousser à des situations très très compliquées qui menaceraient la paix et la cohésion sociale. Très bien, monsieur le maire, après ce tour d'horizon des principales, on va dire, articulations sur le plan historique, sur le plan administratif, sur le plan démographique de la ville d'Obala, nous allons à présent passer à votre parcours à titre personnel, mais également votre parcours en tant qu'élu. On rappelle que vous êtes rendu à votre 3e mandat en qualité de maire de la ville d'Obala. Mais avant d'entamer la séquence consacrée à votre parcours, je vous propose, nous sommes un dimanche, c'est un jour de repos, c'est aussi un jour de détente. Je suppose qu'en bonne étonne, vous aimez de la bonne musique. Alors, nous allons vous réserver une petite séquence musicale d'un artiste de votre terroir, un artiste de la Liquié. Et cette chanson aura une consonance particulière eu égard à vos réalisations, on en parlera. On va du côté de la régie, on se prend une séquence musicale, ce sera avec l'artiste Timito. Monsieur le proviseur, mon frère et moi, écoutez ça. Merci.
Merci mon père. Et il y avait le bon repos, le grand retour. Merci Seigneur. Monsieur Albert Wakam, le grand entrepreneur. Merci. Ignale, Bengan. Esfaya, Christophe Bonengoulou, merci. Bongan, Angaso Eja, Wanengaso Eja, Serikalu Suri, Bongekatela Suryo, Bongekatiri Suri, Bongekatela Suryo, Ekaliri Suri, Aloy. Achille Mbanga, Achille Zokandela, merci. Madame Jeannette Olamena, merci. Président Bonne Marcel, merci mon père. Merci, merci. Christian de Fribourg, merci. Thomas Souga, merci. À Lyon, merci. Honorable Kosongo Gabriel, merci beaucoup, merci.
Gaga. Merci beaucoup. Marlise, est-ce que tu m'entends là-bas à Montreux? Merci ici ta Brigitte. Là-bas à Montreux. Complexe authentique coiffure avec Christelle à Eligefa. Merci pour cette galette musicale à la régie Timmy Toro. Merci, monsieur le maire. C'est un son, c'est une musique du terroir que vous aimez bien, que vous affectionnez bien. Oui, qui est allé au-delà. Qui a fait danser beaucoup de générations. Oui, au-delà du terroir, qui fait danser les gens jusqu'au-delà de nos frontières. De nos frontières. Alors je le souhaite encore plus vivant et plus productif, parce que les réseaux sociaux l'ont donné mort il y a quelques semaines. Ouais. Je crois que le frère est encore vivant. Et je lui souhaite encore beaucoup plus d'inspiration pour moraliser davantage et faire danser nos peuples. Une chanson pleine de symboles. Oui. Pour nous qui ne comprenons pas les tons, on retient merci. Qu'est-ce qu'il dit concrètement? Est-ce que vous pouvez expliquer pour nos téléspectateurs ce que Timmy Toro, au-delà du merci que nous on peut comprendre? Je crois qu'il est parti d'un constat. Vous savez que de plus en plus, l'ingratitude est devenue le sentiment le mieux partagé. On aurait pensé que l'être humain peut être reconnaissant quand il a reçu un service ou quelque chose de bien de son prochain. Mais généralement, on ne reconnaît pas le bien qui a été fait. Alors, il nous ramène à l'essentiel. Sachez dire merci pour le bien que vous avez reçu ou pour le service que vous avez reçu. Ça peut vous rendre plus heureux, ça peut vous créer moins de problèmes. Donc c'est ce qu'il fait passer comme message pour nous en tenir à l'essentiel. Et je crois que ce message-là est passé. Mais il faut continuer. Il faut continuer à former, il faut continuer à sensibiliser les gens pour qu'ils partagent les meilleurs sentiments, pour qu'ils soient reconnaissants et que l'ingratitude soit repoussée un peu, parce que c'est ce que nous vivons le plus aujourd'hui. Pour l'homme public que vous êtes au quotidien, s'il fallait faire une évaluation, vos administrés, ceux qui vous sont proches, votre entourage, vous avez le sentiment que les gens sont reconnaissants de ce que vous faites, de votre engagement public depuis plus d'une décennie déjà, vous avez le sentiment? Oui, j'ai le sentiment que les populations d'Obala sont reconnaissantes. Sinon, je n'aurais pas été porté à bénéficier d'un troisième mandat. Pour la troisième fois. Vous qui regardez les réseaux sociaux, vous avez vu. Toute la cabale qui ont essayé, bon, ils étaient très peu nombreux et la majorité silencieuse qui est reconnaissante, qui reconnaît les efforts et qui contribue à ce que ces efforts soient visibles et qu'ils profitent au plus grand nombre, a dû se dire, vous pouvez faire vos affaires, mais c'est lui le moindre mal. Et nous pensons qu'avec lui, on peut atteindre un certain nombre d'objectifs en termes d'amélioration du cadre et des conditions de vie dans notre localité. Donc, moi, je pense que ces populations-là sont reconnaissantes et c'est pour cela que, pour une troisième fois, elles m'ont porté à la tête de la commune. Maintenant, la petite marge qui continue de jouer à ce mauvais jeu doit comprendre que le chemin, c'est la voie, c'est de nous tenir la main, de nous serrer les coudes et de regarder dans la même direction. Parce qu'il s'agit d'une affaire communautaire, ce n'est pas une équation personnelle qu'on vient régler, mais on vient plutôt se mettre au service de la communauté. Et ce n'est pas chose facile de travailler dans sa localité pour les siens et d'apporter quelques satisfactions pendant près de 15 ans.
c'est pas Rappelons chose qu'on facile. aura justement dans quelques instants une séquence témoignage. On a fait le tour d'horizon de quelques projets que vous avez réalisés. Nous avons tendu le micro aux populations. On pourra écouter ce qu'elles disent des actions que vous posez. Alors, cet homme que les populations d'Obala soutiennent, qu'elles ont porté à la tête de l'exécutif communal, nous sommes déjà au 3e mandat, ça fait plus de 10 ans aujourd'hui. Qui est Simon-Pierre Idiba? Quel est son parcours? Quelle est sa jeunesse? D'où vient-il? Ce sont des questions que ceux qui nous suivent cet après-midi voudraient bien se poser. Il vient d'où, le maire d'Obala? Quel est son itinéraire? Bon, ça, je pensais que les populations d'Obala qui me suivent me connaissent bien. Elles vous connaissent, mais les autres populations qui nous suivent à travers le Cameroun et Non. au-delà. Ne m'amenez pas à me présenter aux autres parce que je n'ai... C'est un exercice souvent très difficile de parler de soi. Voilà, et on dit, comme les philosophes l'ont dit, que le moi est haïssable. Haïssable. Ceux qui me connaissent auraient dû vous parler de moi. Moi, c'est un exercice assez redoutable, assez difficile. Simon-Pierre Idiba, c'est ce Camerounais qui est né à Obala, en Komoutou-3, il y a près de 54 ans, parce que demain, j'ai 54 ans. Demain. Le 4 mai. Joyeux anniversaire par anticipation. Voilà, dans moins de 24 heures. Donc, je suis né en Komoutou-3. J'ai fait mon enfance là. Je suis allé à l'école Saint-Jean-Bosco, qui est une école primaire de l'église catholique en Komoutou. Et après cette école, je suis allé au lycée d'Obala, de la 6e en terminale. Et je suis parti de là pour l'université de Yaoundé, où j'ai fait quelques bons pas jusqu'en maîtrise. Des études de quelle spécialité? Les études de droit public et de sciences politiques. Et après, pour finir avec le cursus scolaire et universitaire, j'ai eu un concours de bourse qui m'a amené à l'Institut international des assurances, qui regroupe tous les pays de la conférence inter-État des marchés d'assurance pendant 2 ans, où j'ai décroché un DSS en gestion des risques transport maritime. Et j'ai suivi d'autres formations professionnelles et d'autres stages. Ça, c'est sur le plan scolaire. Je suis né d'une famille de 7 enfants. Donc, 6 sont encore en vie. 3 filles et 3 garçons. L'aîné, cadet? Je viens en 4e position. 4e position. Au milieu? Voilà. Je viens en 4e position. Et les parents sont tous décédés. Mon père en 91, quand je passais ma licence, et ma mère en 2003. Donc je suis orphelin de père et de mère, mais je suis marié, père de plusieurs enfants et de petits-enfants aujourd'hui. Ma femme, je crois que vous êtes passé par mon album. Que nous allons parcourir tout à l'heure. Voilà. Et j'ai été au plan professionnel cadre administratif à l'Office national des ports du Cameroun. Et puis j'ai été collaborateur du ministre des Transports, dont j'ai dirigé le cabinet pendant près de 8 ans. Et je suis revenu à l'autorité portuaire nationale. Le ministre des Transports, vous ne... Tchanga Banda, oui. Qui m'a assumé mettre le pied à l'étrier. C'est par lui que je suis entré en politique. Il m'a appris beaucoup de choses. Qui est votre mentor? Oui. Qui est décédé en 2005. Voilà, spirituellement aussi, je suis devenu orphelin. Je suis allé à l'autorité portuaire nationale et
j'ai parcouru presque tous les postes, jusqu'au poste de directeur de service. Au plan politique, depuis 1987, je suis responsable de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Donc j'ai été président du comité de base en 1996, ça fait 33 ans. Je suis devenu après président de sous-section et depuis 2015, président du bureau de la section de la Léké Est. En 2007, je suis devenu conseiller municipal et quelques semaines après, maire de la ville, de la commune. En 2007, vous étiez tête de liste. L'ambition était déjà là. Je n'étais pas tête de liste, j'étais 5e sur la liste. Mais les 40 autres conseillers ont estimé... Vous avez fait un coup d'État à la tête de liste? Non, les listes ne se formaient pas de cette manière-là. Parce que vous le savez, monsieur le maire, c'était un problème lors des consultations. Nous y sommes allés par ordre alphabétique, pratiquement. Il y a mon deuxième adjoint, Adama Tangana, qui était tête de liste. Mais quand il a fallu choisir le maire, j'ai été choisi parmi les 41 et les 4 autres, dont Madame Tangana que je citais tout à l'heure, ont été choisis comme adjoints. Il faut quand même reconnaître, si vous permettez, monsieur le maire, qu'on ouvre une petite parenthèse, que sur le plan politique, c'est un véritable problème. On l'a vu lors des dernières consultations. Il y a beaucoup de tensions dans les équipes, même au sein du RDPC, parce que la tête de liste, généralement, celui qui va s'affirmer devant les populations, celui qui tire les autres, celui qui met généralement beaucoup de moyens lors des campagnes électorales. Et puis au final, on a comme un autre candidat choisi par soit le comité central. Ça pose souvent un problème. Très souvent, les populations là-bas se plaignent. Alors, je vais vous parler d'Oubala. Hein. Peut-être qu'ailleurs, vous avez vécu autre chose. Personne n'a jamais été choisi par le comité central. Nous avons tous été investis par le comité central, donc par notre parti. Et ce parti qui nous a investis a estimé que parmi les 41, il y avait des compétences. Et on a laissé le soin aux 41 de choisir l'exécutif. C'est vrai que en 2007, j'ai eu 2 autres candidats en face. C'était des anciens conseillers qui estimaient que j'étais tout jeune et tout nouveau. Mais ils n'avaient que leurs 2 voix, puisque la majorité, une majorité d'ailleurs écrasante, a porté son choix sur ma modeste personne. Parmi ces 2 conseillers, il y avait la tête de liste, celui qui était votre tête de liste. Il s'est retiré. Une dame qui était tête de liste, qui s'est retrouvée premier adjoint. C'est d'ailleurs elle qui m'a proposé comme candidat. Ah, surprise. Donc, nous n'avons pas eu ces problèmes, que ce soit en 2007, en 2013 ou en 2020. En 2013, c'était un peu houleux, mais nous avons fini par nous entendre. Et j'ai été proposé comme maire. Et j'ai été élu en 2020, pareil. Très bien. Alors, on a terminé avec le parcours ou vous vouliez continuer? Alors, je vous ai dit qu'il était difficile de parler de soi. Je préfère que les autres qui m'ont vu grandir et travailler parlent de moi. Mais je peux vous donner à grands traits ce que je vous ai dit là. Peut-être que ce n'est pas complet. On va compléter. Il y a des éléments que d'autres peuvent ajouter. On va compléter justement d'autres pans de votre vie en parcourant votre album photo. J'ai oublié tout à l'heure de vous dire que je suis
premier vice-président de Communes et Villes du Cameroun, qui est l'association des maires du Cameroun. L'ancien exécutif sous Voilà, l'ancien président régional Émile de Landzi. CVUC. Au niveau régional. Émile était au niveau Non national. national. Donc, dans la région du centre, je suis le premier vice-président, le maire de Mbalmayo étant le président. Avec Donc, la nouvelle ouais. cartographie Voilà un aspect que j'ai communale, oublié. il y aura certainement de nouvelles élections. Oui, forcément, Forcément. puisque c'est un nouveau mandat qui commence. Au vu de votre Et à expérience, chaque ça fois- suppose une nouvelle ambition aussi, monsieur le maire. Peut-être Je veux pas président jouer- régional. Je ne joue pas une carte personnelle. C'est toujours les homologues, les collègues qui peuvent estimer que, vu vos compétences, vu votre petite expérience, vous pouvez conduire le groupe. Mais nous n'en sommes pas là. D'accord. Alors, je disais tantôt que nous allons compléter les autres pans de votre vie en parcourant votre album photo. Nous allons précisément choisir 5 photos qui vont marquer des moments, des circonstances particulières de votre itinéraire, de votre vie. Alors, si la régie est prête, nous allons prendre la première photo que vous allez commenter. J'espère que j'aurai bien la légende. Alors, on vous voit en costume. Vous êtes avec une dame visiblement âgée. Il s'agit de qui? C'est bien ma mère, ma mère. Elle s'appelait Manga Thérèse, une digne fille de l'arrondissement de Sa, qui était venue en mariage à l'âge de 17 ans chez mon père, en Comtou. Donc elle m'accompagne le jour de mon mariage à l'église. Alors, quelle est Il y la a- nature il des y a 20 relations ans. que vous avez eues avec votre maman? Alors, ma mère était une très bonne mère, mais alors très, très rigoureuse. Je dirais tout simplement sévère. Pendant que mon père était conciliant, aimait donner des conseils, ne tapait pas, ma mère avait son fouet, ma mère avait sa chicotte, elle était même prête à vous mettre du piment dans les yeux parce que la rectitude morale pour elle, c'était quelque chose avec lequel on ne transigeait pas. Eu égard également au poids, le nombre d'enfants, 7 enfants, c'était pas facile. Il fallait faire preuve de très forte rigueur Ma pour maman tenir était- Elle était très forte et très rigoureuse. Je me souviens que, pour parler de la force, ma mère fendait du bois, même à la veille de son accouchement. Il y a Ah bon? un de mes petits frères qui est né le jour même. Elle a fini de fendre le bois. Le travail a commencé. Elle est allée au dispensaire d'à côté accoucher. Donc, c'est une dame qui travaillait beaucoup et qui était physiquement robuste. Je l'ai vue tenir les hommes par le cou et vraiment les molester. Parce que quand mon père était conciliant, parfois il laissait faire certaines choses à ses frères qui venaient empiéter sur notre domaine. Alors ma mère ne tolérait pas ça et elle était prête à aller aux mains. Et je l'ai vu menacer des hommes. Mais elle m'a beaucoup aimé parce que je porte le nom de son père. de votre grand-père maternel. Je porte le nom de mon grand-père maternel, dont il y avait un autre lien plus fort entre elle et moi qu'avec les autres enfants. Alors, si on vous demandait entre votre maman, très forte, très rigoureuse, et votre papa, vous pensiez, vous, à titre personnel, avoir plus hérité au niveau de votre personnalité de qui? Beaucoup plus de mon père. Plus pondéré? Oui, bon, je ne vais pas me juger, mais je crois que j'ai beaucoup plus pris de mon père sur le plan moral. Oui. Oui. Peut-être physiquement un peu ma mère, mais je ne suis pas très brutal. Très bien, merci monsieur le maire. Alors, on va aller à la régie pour une deuxième photo. Alors, on vous voit en compagnie d'une charmante dame, visiblement le jour de votre mariage. Oui, oui, exact. C'était à la paroisse, l'église de la paroisse d'un Komutu.
Le jour du mariage à l'église. Je crois que là, on venait juste de finir la célébration et ça devait être la séance photo. Combien d'années déjà? À l'église, ça fait 20 ans. 20 ans. Oui, ça fait 20 ans. Et combien d'enfants au compteur? 6. 6 enfants. Oui. Sur les traces de papa. Oui, oui, c'est sûr. Très bien. Alors si on vous demandait un ou deux mots sur votre épouse, ou en un seul mot. Bon, Un qualificatif, par exemple. Oui, tel que vous la voyez là. Déjà très charmante, mais assez rigoureuse aussi. Comme votre maman. Un peu. Peut-être pas brutale, mais assez stricte. Très bien. On repart à la régie pour une troisième photo. Alors là, vous recevez on peut lire, c'est un chèque, guichet, on voit guichet performance, 50 millions. 50 millions. 50 millions. 50. À quelle occasion? Alors, la mairie a été lauréate à un concours du guichet performance organisé par le PNDP. Programme national de développement participatif. Qui va donc voir comment les exécutifs communaux travaillent. Est-ce qu'ils respectent les règles de gouvernance? Est-ce qu'ils apportent quelque chose à leur population? Est-ce qu'ils comblent certaines attentes? Mais beaucoup plus la bonne gouvernance, la gestion même des ressources. Comment se fait-elle? Est-ce qu'il y a une traçabilité? Est-ce que c'est une épicerie? Donc, il y a un certain nombre de critères très rigoureux qui président au choix des meilleures communes. Nous avons été lauréats en 2018, mais aussi en 2019. Donc, parmi les 2 meilleures communes du centre, nous avons été élus en 2018. Nous avons reçu 50 millions. En 2019 également. 50 millions, 50 millions. 50 millions. À quoi ont servi on va dire, ces 100 millions? Les premiers 50 millions nous ont permis de réaliser un certain nombre de points d'eau au profit des populations. Ça a été fait. Les 50 millions de 2019 permettront de continuer ce travail d'aménagement des points d'eau et d'éclairage public dans la ville d'Obala. Les dossiers sont en train d'être bouclés, l'argent est disponible et d'ici juin ou juillet, c'est des micro-projets qui seront réalisés. Bon, c'est un prix qui vous encourage à faire davantage, mieux en termes de bonne gouvernance. Bon, quelques malins globalement satisfait de la relation entre le PNDP et les communes au vu de votre expérience? Oui, le PNDP apporte beaucoup. C'est vrai que notre plaidoyer, c'est toujours d'améliorer l'appui qui est apporté aux communes. Mais jusqu'ici, nous sommes satisfaits de ce que nous avons pu faire jusque-là avec le PNDP. Très pratique et véritablement bénéfique pour les populations. Ils ont essayé de revoir un certain nombre de choses sur le plan des procédures et autres. Et nous pensons que l'encadrement et l'appui que le PNDP apporte aux communes est juste et pertinent et devrait peut-être être amélioré pour que la demande qui devient de plus en plus forte soit satisfaite. Très bien, on va à la régie pour la 4e photo. Alors, on vous voit entouré de... Là, vous êtes avec des autorités administratives. Sous-préfet d'Obala, je recevais la médaille de chevalier
de l'ordre de la valeur. C'était à quelle date? En 2016. 2016. Oui. Octroyé par le président de la République. Je l'ai reçu le 20 mai par le sous-préfet d'Esséan, qui est l'actuel secrétaire général de la communauté urbaine de Yaoundé, M. Assiga Ebana. Un moment de satisfaction qui vient récompenser... Très satisfait, parce que c'était la première fois que j'accédais à une distinction de ce rang. J'avais déjà reçu des médailles d'honneur de travail, mais quand vous les classez, hein, ça c'est du... Voilà. C'était à la place des fêtes d'Obala. Très bien. On y va pour la 5e et dernière photo de l'album. Non, on va avant l'honorable Jean-Jacques Ekindi, une dernière photo du maire dans son album personnel. On a anticipé sur une photo d'un ancien et nouveau camarade, l'honorable Jean-Jacques Ekindi. On en parlera peut-être tout à l'heure en séquence actu. C'est l'une des grandes et grosses actualités, grosse surprise quand même c'est tout le paysage politique qui a été pris de court. On en parlera. Là, c'est la dernière photo. Alors, c'est la photo du 14 septembre 2007. Le jour de mon installation comme maire d'Obala pour la toute première fois. Alors là, j'étais rendu dans ma communauté après l'installation. Et je recevais les encouragements et les félicitations des membres de ma communauté. Et les bénédictions aussi. Et les bénédictions des membres de ma communauté. C'est la première fois qu'ils voyaient un de leurs fils avec une écharpe tricolore. Voilà. Très bien. Merci, monsieur le maire. On met fin à cette séquence à bon photo. Nous allons passer à présent, monsieur le maire, à vos réalisations. On l'a dit, vous êtes rendu à votre 3e mandat. En faisant le tour d'Obala, on a constaté, vous mettez l'accent sur certaines questions essentielles. Premièrement, l'électricité, parce qu'il faut le dire, Obala, c'est une zone urbaine et une zone périurbaine, mais certains villages, de nombreux villages d'ailleurs, n'avaient pas depuis très longtemps accédé à l'énergie électrique. Et vous avez fait de l'accès à l'électricité un point majeur de votre projet de société. Oui, vous savez, on n'imagine pas aujourd'hui une localité à moins de 40 km de Yaoundé sans énergie électrique. Mais ça, c'était l'une de nos priorités. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est des investissements lourds. Il faut se préparer. Il faut le planifier, il faut programmer. Donc il y avait un certain nombre de villages, parmi la centaine, peut-être une dizaine, qui n'avaient pas d'énergie électrique. Donc les Kiesi, Linkuma et toutes les choses, je vois Esson Michan, je vois Nto. Donc depuis que nous sommes là, nous avons programmé de connecter ces gens à la modernité. Et je crois qu'ils sont satisfaits du travail qui est fait. Et je crois qu'ils vont goûter aussi à la modernité. C'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas une baguette magique. Beaucoup nous reprochent souvent de ne l'avoir pas fait très tôt, mais c'est un travail qui demande une organisation et une mobilisation des ressources. Le dernier projet en date, nous l'avons fait avec l'appui du ministère de la décentralisation. Ça, c'est la dotation de 100 millions qui est venue du ministère de la décentralisation qui nous a permis d'électrifier les 4 villages. Vous voyez donc que la décentralisation est la bienvenue et ses retombées elle porte ses fruits. Oui, elle porte ses fruits. Même si vous en redemandez. Oui, en termes de ressources. Oui, pour davantage apporter une réponse directe aux problèmes que posent nos populations. Précisément sur les questions d'énergie, nous sommes rendus dans ce village de Lekiassi, qui est situé à la lisière
de la commune d'Obala et nous avons pu recueillir l'avis des populations sur cette, on va dire, cette dotation en installation énergétique. On va du côté de la régie et on va suivre les témoignages des populations en ce qui concerne les réalisations du maire Simon-Pierre Idiba en termes d'énergie électrique, de poteaux, de compteurs. On revient pour la suite. Je suis du village Leki Assi. Depuis ma naissance, depuis la naissance de la création de ce village, on n'a jamais vu un tel merveille. Donc notre maire nous a fourni cette année avec l'électricité. On a été dans les lampes tempêtes. Dans notre patois, on appelait ça les toutois, les lampes à pétrole. Mais de nos jours, on s'est retrouvé face à l'électricité fournie par le maire. Je suis en train de premièrement remercier Monsieur le maire, deuxièmement d'encourager Monsieur le maire à aller en avant sur nos activités ici au village. On se base sur l'agriculture et vous allez voir l'état de nos routes. Nous n'avons pas les moyens d'évacuation des produits dans les zones rurales et il y a beaucoup de choses qu'on peut demander et on avertit. On dit au gouvernement de nous ajouter. On a un problème de réseau, on a les téléphones. Cette électricité nous permet facilement de charger nos téléphones, de suivre les cours à la CIATV, ce qu'on n'a pas fait avant, puisqu'on n'avait pas tout ça. De nos jours, je suis en direct avec la télé, même si je suis en ville comme au village. On demande encore à notre maire, M. Simon-Pierre Idiba, le maire de la localité, de nous ajouter peut-être les trucs comme les antennes réseau, les routes pour faciliter les moyens d'évacuation. On a le cacao, on a les mangues, on a les plantains, on a aussi beaucoup de choses qu'on fait ici, par exemple comme le bois. On n'a pas un moyen de déplacement pour évacuer ce bois en ville. Première réaction, c'est un témoignage, c'est un jeune de la localité qui dit merci. L'énergie électrique, il est forcément, les jeunes en sont les premiers bénéficiaires. Il peut désormais étudier, suivre les cours à la CRTV, rester connecté à travers son téléphone. C'est un témoignage qui vous touche quand même, monsieur le maire. Oui, nous sommes dans notre rôle. Nous sommes dans notre rôle et nous n'allons pas nous jeter des fleurs pour ça, mais ça devait être fait. Maintenant, il a posé d'autres problèmes. Peut-être qu'il n'est pas au courant. La route est en train d'être faite. Vous avez dû visiter le chantier. Tout à fait. C'est parce qu'on est allé commencer de l'autre côté. C'est une vingtaine de kilomètres qui seront reprofilés, remis en forme pour leur permettre effectivement d'atteindre l'axe goudronné sans trop de difficultés. Bon, pour les autres doléances, on verra progressivement comment apporter une réponse à ce que demandent les populations parce qu'elles ont droit à ça. Tout à fait. Nous travaillons à l'amélioration du cadre et des conditions de vie. Donc, tout ce qu'il pose comme problème est pertinent. Maintenant, il faut qu'ils comprennent que tout ne s'obtient pas en un jour. Nous allons continuer à travailler à cela avec l'appui du gouvernement et avec le dynamisme de notre conseil. Très bien, nous restons dans le village Leki Assi. Cette fois, nous allons prendre un autre témoignage. Il sera en langue locale. Ce sont les mamans du village qui ont, l'une d'elles, décidé de s'exprimer directement en langue pour vous poser également ces doléances. Nous allons écouter et vous allez nous donner un coup de main à traduire pour nos téléspectateurs. On y va pour le deuxième élément. Alors, s'il n'est pas prêt, est-ce qu'on peut parler à présent de... La technique nous signale que l'élément est prêt. Je pense qu'on va aller du côté du village Leki Assi pour un autre témoignage. e mete di kwa himene no ubo no te jemi ugbe mo randa no di mo dam wa gbe dam no ku kwa himo bi venga ku no bi na uku kwa hi singo wanu no di mo dam enga ven zam gang enga jibe na anti
zama tu ne bi ber a bulong tu le mera tu ne bi comme na bulong tu ne bi pa ma cha simu e di jemin kong men jem no te che azakang mo na pa tu ne bi se te ba mu nyong no ne bi na la gbe nyong e ti jina la kungo ne bi ngete kom na e sami mu ngapo e ko mo me jik te na bi gbe ku chena ndang nan chena chane se kwa bi ndang mu donc ijong pour ngai masabi na nga wo lo mete mo na bi man bi le ke nurungu na bi ne ku lo mete na lo mete voile bia asuku rangi so ya bia am mo e bi mi te pa amuna manji dam pa mo wakat egbe mo jigmu ma te ke sami mu ngapo egbe do la egbe da me ne kom na bi ke bi vum la na bi nga bo na bo ne bi nga amu mi nga ati jina nya ate piti mot do bi la egbe ti atane chasiva pa do mo to jana bo pe di ba nya akon bi mga ya e fo e ku rang ni e ngai ni fo iti lor ngai se ba mu ku rang so ya bi atane iti in ku rang iti kom na bi mo be évoluer tani lo mi se ni so ba bi mo de se na ya be yanga enga vin nga bu en tur nga na zama mana ba alenya adwenti Retour sur ce plateau. Monsieur le maire, c'est une maman. Pour l'essentiel, elle dit merci pour cette réalisation, qu'elle a perdu des parents qui n'ont jamais vécu ça depuis de nombreuses années. Donc pour eux, c'est quelque chose d'inédit. Alors, cette énergie pourra leur apporter beaucoup d'autres choses. Pourra leur permettre maintenant de manger du poisson frais bien conservé. Et elle demande d'ailleurs, par ailleurs, que d'autres réalisations soient faites en leur faveur. Il y a des GIC, il y a des femmes qui sont organisées en groupement d'intérêt commun, qui ont besoin des machines pour, je ne sais pas comment on les appelle là, pour broyer le maïs, et pouvoir travailler en communauté pour produire de l'argent. Et le problème de route revient. Je lui dis, c'est une bonne nouvelle, celle que je viens de donner, que cette route, d'ici un mois, elle sera totalement réhabilitée. Donc, c'était en somme ce qu'elle disait. Très bien. Autre défi majeur au sein de la commune d'Obala inscrit dans votre projet de société, monsieur le maire, c'est également l'accès à l'eau potable. Vous y êtes investi. Jusqu'ici, qu'est-ce qui est fait sur le terrain? Beaucoup de choses sont faites sur le terrain. Comme je vous ai dit, en termes de démographie, ça va très vite. L'eau que vous pouviez servir à 5000 personnes ne suffirait pas pour 50 000. Tout à fait. Donc l'État, à travers le ministère de l'Agriculture, a appuyé les communes. Je dirais des dizaines et des dizaines de forages ont été faits. La commune également a cherché à mobiliser des ressources pour apporter de l'eau avec les partenaires au développement comme l'OPNDP et l'OFEICOM. Et nous continuons à apporter une réponse directe à ces problèmes. Mais nous le faisons de manière graduelle. Nous n'allons pas doter toutes les localités de bornes fontaines et de châteaux d'eau en un jour. Et je vous expliquais à l'entame de cette émission qu'il y a des villages aujourd'hui qui ont une très forte population et qui s'étendent au loin. Donc quand vous aménagez un point d'eau dans un coin du village, il y en a qui doivent faire 3 km pour venir là. Tout à fait. Bon, il faut continuer, il faut multiplier ces points d'eau dans les villages. Et nous travaillons à ça. C'est d'ailleurs pour cela que les communes de la Léquié ont créé un syndicat, le syndicat des communes de la Léquié qui existait déjà et qui a pour priorité d'apporter une réponse au problème d'eau potable à travers les communes de la Léquié. Donc le travail se poursuit, il se fait. D'ailleurs ces derniers temps avec le FEICOM, nous sommes en train de réaliser 3 mini-adductions d'eau, c'est-à-dire que vous avez un château et quelques bornes fontaines dans une localité. Nous le faisons à Minkama, nous le faisons en Komtou, nous le faisons en Komonvokani. Donc, et à côté de cela, il y a d'autres points d'eau, ce que j'évoquais, qui viennent des 50 millions du FEICOM, qui seront également faits bientôt. Mais tous ces choix se font au sein du conseil municipal qui regarde la carte des besoins et qui choisit les points prioritaires où ces ouvrages sont implantés.
Et nous nous employons à veiller à ce que ce soit fait. Maintenant, le problème, c'est le problème de la maintenance. Autour de ces points d'eau, on crée des comités de gestion qui sont chargés d'assurer la maintenance avec l'appui de la commune et du syndicat des communes. Parce que certains ouvrages ont été réalisés, mais ensuite ont été abandonnés par les populations ou ont été mal utilisés. Aujourd'hui, nous avons des dizaines et des dizaines de points d'eau qui tombent en désuétude, mais la réflexion est menée au sein du syndicat des communes de la Léquier pour que des solutions rapides soient trouvées à ces problèmes-là. Très bien. Alors, sur cette question des addictions d'eau, nous allons faire une escale du côté du village Minkama pour suivre là-bas le témoignage d'un jeune de la localité sur les bienfaits de l'apport en eau potable. On est très ravis d'avoir cette mini-adduction d'eau que le maire Simon-Pierre Ediba offre aux populations de Minkama. C'est vrai, ça a mis du temps pour se matérialiser. Ça fait 3 ans qu'on en parle et on est très heureux aujourd'hui que ce projet est en train de prendre corps. La difficulté était véritablement énorme de ce côté du village parce qu'il fallait également alimenter ce côté en eau parce que de l'autre côté de la route, il y a le projet d'eau Nartigal qui va balayer le long du Craget. Et on avait cette grande population, ce grand lycée, ce grand village à la limite avec Ndjendouane qui avait donc aussi besoin d'eau. Le maire a donc pensé qu'il fallait nous faire une mini-adduction d'eau qui sera d'ailleurs alimentée par une plaque solaire parce qu'on a véritablement aussi des problèmes en énergie de ce côté. Alors c'est une mini-adduction d'eau qui compte 5 bornes fontaines qu'on va répartir sur environ 400 mètres, 500 mètres répartis en fonction des masses de population. Et bien entendu, le site est l'endroit le plus élevé. Le lycée également va en profiter. Donc nous remercions véritablement le maire Simon-Pierre Ediba pour avoir choisi Minkama pour mettre sur pied ce grand projet. Et nous, en tant que leader politique à la base, qui dit merci, en demande encore plus. Vous avez vu la route qui a été déjà arrangée il y a 2 ans. Elle est en train de se détériorer. On pense que les engins de la mairie pourront passer une 2e fois. Et Minkama entend encore beaucoup plus de cet exécutif communal qui vient d'être reconduit. Kézi, merci en redemande, monsieur le maire. Oui, le message est passé. Tout à fait. Davantage de bornes d'eau, mais la promesse est déjà faite. Oui, nous continuons de travailler à cela. Et nous tendons la main à nos partenaires. Nous tendons davantage la main au gouvernement qui accélère le processus de décentralisation pour nous permettre de trouver des réponses à ces problèmes qui sont posés au quotidien et qui ne visent qu'à améliorer le cadre et les conditions de vie de nos populations. Très bien. Très bien. Autre élément majeur, autre engagement majeur dans votre projet de société, c'est également la santé. Rapprocher les populations à la base des structures sanitaires. Et du côté de Minkama, on y reste. Vous y avez implanté un district de santé. Un centre de santé. Un centre de santé. Un centre de santé intégré. Nous rentrons donc du côté de Minkama pour également cet autre témoignage sur les bienfaits de cette infrastructure sanitaire dans la localité. D'autres réalisations dont les populations de Minkama sont fières, c'est la construction de ce centre de santé intégré qui vient régler le problème en urgence de prise en charge des populations à la base. Parce que vous avez vu la masse populaire qu'il y a dans ce groupement. Donc, nous ne pouvons que dire merci au maire Simon-Pierre Ediba. Et rappeler qu'en 2007 déjà, lors de son premier mandat, il avait doté le village d'un transformateur. Mais ce transformateur est maintenant faible compte tenu de la masse de la population qui a augmenté. Et nous lui passons comme ça une doléance qu'on renforce la capacité en production, bien la capacité de ces transformateurs pour que ce centre de santé également soit connecté dans le réseau électrique et tous les villages dont vous avez parcouru. Quels sont les services qu'il y a dans ce centre de santé?
Ben, je ne suis pas médecin, mais il y a dommage qu'on a trouvé que le médecin soit déjà parti. Mais dans ce centre de santé, d'après le cahier de charges qui a été dédié aux médecins, c'est des consultations, des soins de première nécessité, c'est-à-dire que des interventions. On n'a pas encore un laboratoire, mais le chef service technique de la mairie venait de nous apprendre tout à l'heure que le maire a également lancé un appel d'offres pour l'équipement de ce centre à hauteur de 8 millions. Donc on aura ce petit matériel qui va permettre que le médecin puisse travailler, les petites chirurgies, les accouchements, le suivi des cas VIH et récemment aussi le problème du Covid-19 qui s'installe et les petites infections au niveau local parce qu'en fait le plateau technique ici ne permet pas encore qu'on fasse des opérations de grande envergure. Mais c'était très important pour une population agricole. Retour sur ce plateau. Monsieur le maire, juste en une minute, quel est l'état de la carte sanitaire d'Obala? Quelles sont les principales pathologies qui frappent les populations là-bas? Oh ben, vous ferez parler à la place du chef de district de santé ou du Vous avez quand même une directeur perception de des Oui, besoins mais sur le plan sanitaire. La couverture en termes d'infrastructure, en termes de dispensaires n'est pas suffisante. Nous avons quand même un hôpital de district qui est suffisamment équipé, mais qui demande davantage d'équipement au relèvement du plateau technique parce que nous sommes d'abord situés sur un axe accidentogène et nous sommes également situés au carrefour. Et je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes presque la métropole de la Léké. Vous avez à côté là des grands chantiers. Il y a un flux important de personnes qui habitent maintenant au Bala et les environs et qui doivent être prises en charge, qui doivent être suivies par ce même hôpital de district. Nous avons des centres de santé qui sont en nombre suffisant, mais pas toujours équipés. Donc, il faut davantage les équiper, d'abord en personnel, et puis en matériel, pour qu'ils remplissent véritablement leur mission. Bon, les pathologies, je vais dire quoi? Vous avez toujours le paludisme, vous avez d'autres maladies, comme partout ailleurs au Cameroun, pas de manière spécifique à Obala, c'est vraiment des choses qu'on rencontre presque partout, mais c'est la population qui a augmenté de façon vertigineuse et qui demande donc des structures plus adaptées, des structures qui peuvent couvrir cette population assez importante. Donc, je pense que le gouvernement s'y est penché. Au niveau de l'hôpital du district d'Obala, il y a des partenaires également qui apportent quelque chose. On va construire, on est en train de construire un centre des urgences et on réhabilite le haut standing qui peut permettre d'hospitaliser des malades et patients d'un certain niveau de vie qui n'ont pas besoin d'être référés à Yaoundé. Donc c'est en train d'être fait. Je crois que d'ici 6 mois, on verra un hôpital qui aura un plus. Et donc maintenant, au niveau des centres de santé, beaucoup ont été construits. Nous nous employons maintenant à équiper ces centres de santé et à leur donner un personnel compétent qui peut prendre en charge de façon assez régulière et efficace les cas qui se présentent à eux. Très bien, monsieur le maire, nous tournons... Mais je dois dire que Obala n'est pas une commune sinistrée sur le plan sanitaire, non. Très bien. Alors nous tournons la page de cette séquence liée à vos réalisations au sein de la commune.
Nous prenons une pause musicale. Nous revenons pour la suite pour parler des valeurs sacrées. Ce sera en compagnie de l'une de mes consoeurs, Muriel Andier. Elle va vous entretenir sur des choses qui vous tiennent à cœur, les valeurs sacrées, la famille, les amis, la détente, la spiritualité. Ce sera après cette pause musicale. On se retrouve juste après. Retour sur ce plateau, Monsieur le maire Katino, une artiste que vous adulez bien. Ah oui, voilà une qui a tout donné, hein. Dont le talent ne s'est point fissuré. Ah oui, elle sait le faire avec la tête, avec le corps également. C'est-à-dire même si vous ne vouliez pas bouger la tête, avec Katino, vous êtes obligé de le faire. Donc je l'adore, je l'aime bien et chaque fois que j'ai l'occasion de l'écouter, je n'hésite pas un instant. Très bien, monsieur le maire. Je vous le disais tout à l'heure, on passe à la séquence valeurs sacrées. Nous allons parler des choses qui vous tiennent à cœur concernant la famille, la spiritualité et bien d'autres domaines dans la vie. Je vous laisse pendant 5 minutes avec ma consoeur Muriel Andier pour cet échange. Muriel, bonsoir. Bonsoir. Bon dimanche, vous allez bien? Oui, je vais très bien. Je vous laisse en compagnie du maire Ediba pour 5 minutes d'échange. D'accord. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir Muriel. Comment allez-vous? Très bien. Vous le voyez très bien. D'accord. Comme l'a si bien annoncé Serge, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous aurons 3 questions à vous poser pour entrer un tout petit peu dans votre intimité, entre guillemets, afin de permettre à tous ces spectateurs que nous savons nombreux qui nous regardent d'en savoir un petit peu plus sur la personne que vous êtes. D'entrée de jeu, nous allons vous poser une question dans le cadre familial. Monsieur le maire, êtes-vous un papa poule ou alors un papa colon? J'espère que mes enfants me suivent. Je suis plutôt cool. Je suis plutôt cool, pas colon. J'emprunte un peu à mon père. Il vous donnait le conseil. Je vais vous dire quelque chose. Alors, chaque fois qu'il venait me réveiller le matin, si à 7 heures j'étais encore dans mon lit, il me demandait pourquoi je dormais encore à 7 heures sur un lit en bambou
alors qu'il y a des gens qui sont partis de l'Ouest, nous sommes situés au niveau du péage, qui sont partis de l'Ouest, qui se sont rendus à Yaoundé pendant que je dormais, qui ont fini de vendre et qui sont rentrés chez eux. À 7 heures, ils ont continué à travailler. Pendant ce temps, moi, je suis couché sur un lit en bambou qui fait mal aux côtes d'ailleurs. Alors, ce que je faisais, c'est que je me réveillais avant 6 heures pour qu'ils ne me trouvent plus dans mon lit. Parce que ça faisait plus mal que la chicotte. Donc, c'est ce que j'essaye de transmettre à mes enfants. Quand vous les envoyez à l'école, vous vous sacrifiez pour eux. C'est pour qu'ils comprennent que pour vous, c'est important. Je n'ai pas besoin de prendre une chicotte pour envoyer mon enfant étudier ou l'envoyer à l'école. Je dois l'encadrer, je dois le suivre, mais il devrait comprendre par mes efforts que il doit avoir un modèle. Ton père est ton modèle, quelqu'un de la famille, quelqu'un de la société. Je veux ressembler à tel. Si vous n'avez pas de modèle, vous enfants, vous ne ferez rien. Et mon père était pour moi un modèle. Peut-être pas sur le plan scolaire. Excusez-moi, j'ai pas le corona, hein, ne vous inquiétez pas. Peut-être pas sur le plan scolaire, mais sur le plan humain. C'est quelqu'un qui était respecté dans la société. Mais il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de richesse. Alors, votre modèle, c'est qui? Je vous ai raconté cette petite anecdote pour vous dire que je préfère donner des conseils, montrer le bon exemple aux enfants et leur dire que c'est au bout de l'effort qu'on devient un homme. Donc, je ne prendrai pas tout le temps la chicotte pour taper dessus. Je ne sais pas le faire. Que de belles valeurs transmises par votre papa. En deuxième question, nous allons aller dans le cadre culinaire. Nous aimerons savoir quelles sont les préférences gastronomiques de Monsieur le maire. Quels sont ses mets préférés? La question m'a déjà été posée il y a quelques années sur une autre chaîne concurrente. Je leur ai montré ce que j'aimais bien. Je suis même allé à la cuisine avec mon épouse. Nous avons concocté ce mets, c'était le sanga. C'est vrai que ça a évolué un peu. C'est beaucoup plus le kwem. Mais en mai, chaque fois que je vois ça, je ne crache pas dessus. C'est toujours mon premier choix. D'accord. Donc, je ne sais pas si j'en ai d'autres, mais chaque fois que je vois ce plat-là sur ma table, j'hésite pas. N'hésitez pas. D'accord, merci Monsieur le maire. Troisième et dernière question. Nous allons aller sur le cadre de la détente. Est-ce que pour se détendre, Monsieur le maire serait plus cabaret à écouter de la musique ou alors boîte de nuit à esquisser quelques pas de danse? J'aime être avec des amis avec qui j'échange. Je peux passer 6 heures à échanger avec des amis. Je ne suis pas trop cabaret. D'abord parce que ce n'est pas une éducation. Je veux dire que je n'ai pas grandi dans ce cadre-là. Je me suis responsabilisé très tôt. Je ne dis pas que ceux qui vont dans les cabarets ne sont pas responsables. Mais j'évitais ce genre de distraction. Et j'ai été en plus encadré, je ne dis pas par des colons, mais par des gens qui ne versaient pas trop dans ce genre-là. D'accord. Et j'ai été quelqu'un qui a travaillé depuis mon enfance. Soit j'étais au service des aînés, soit je me mettais au service, à mon propre service pour mes études, pour chercher ma voie. Donc, je n'avais pas eu beaucoup de temps pour aller au cabaret. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour aller danser, mais j'aime bien écouter la musique et j'aime bien la discussion avec des amis, des échanges, parce que ça me fait mûrir, ça me fait changer d'idée, ça me fait découvrir beaucoup de choses. D'accord. Bon, je peux causer avec un ami pendant 6 heures de temps. Vous pouvez penser que nous sommes en train je sais pas, de faire un plan pour, je ne sais pas quoi, mais vraiment de conspirer. Oh que non. Que non, c'est parce que j'aime l'échange.
D'accord. Merci vraiment beaucoup, Monsieur le maire. C'est sur cette note que nous allons refermer la rubrique valeurs sacrées. Et nous remercions grandement Monsieur le maire d'avoir joué au jeu. Voilà, Serge. Merci à vous, Muriel Andier. J'espère que Monsieur le maire, ça a été un échange fructueux. Mais je vais vous demander, Monsieur le maire, parlant de détente, est-ce qu'il vous arrive d'aller souvent suivre des spectacles d'humour? Ah oui, ça on dit aussi, que rire est une thérapie. Ça aussi, j'adore. Dans ma voiture, j'avais toujours des CD ou des cassettes de Jean-Michel Cancan. Oui. Pendant que d'autres écoutaient de la musique, moi j'écoutais Jean-Michel Cancan. Bon, maintenant, il y a un petit là qui de temps en temps peut me... Ils sont nombreux, hein? Ils sont nombreux sur la scène et qui se vendent bien à l'étranger. Qui serait de la Léquier, je ne sais pas comment il s'appelle, Kaiser ou qui. De temps en temps, il peut me déplacer aussi. C'est d'ailleurs l'une des figures les plus marquantes qui chatouille aisément toutes les élites, qui chatouille le chef de l'État. Il a beaucoup de talent, Kaiser. D'accord. Avant de revenir sur cette note d'humour, hein, je vais vous lire un message. Bon dimanche le plateau, juste pour encourager les dispositions que le maire prend pour l'essor de la localité. C'est Géraud qui écrit depuis Ekundum. Un autre message que nous allons prendre. Bonjour à vous le studio, juste pour savoir pourquoi la route qui part au quartier chauffeur à Obala ne s'arrange pas. Mais avant de répondre à cette question, ce sera certainement vers la fin. Nous accueillons effectivement Kaiser Show. Monsieur le Président, bonsoir. Eh bien, l'occasion m'est chouette d'être de vous en cet après-midi et de ce dimanche tellement jovial avec Monsieur le maire Ediba, qui est non loin de tout dit. Je suis bien ses efforts et je vois aussi l'impact qu'Info TV a sur les populations du Cameroun et consorts, et surtout dans la lutte contre cette pandémie qui fait des ravages à travers le monde. Bon, mais je crois que c'est une occasion très sereine et très sincère de pouvoir échanger avec vous et à travers ces médias. Alors, monsieur le Président, vous avez levé quelques mesures liées au confinement dans le cadre de la pandémie du Covid-19, mais les médecins se plaignent. Vous voulez que les Camerounais rentrent dans les bars, consommer, se frotter entre eux, mais le risque sanitaire est là. Est-ce que vous n'envoyez pas les Camerounais tout droit à la mort? Monsieur, je tiens déjà d'abord à vous remercier pour cette question. Vous savez, notre économie n'est pas comparable aux grandes économies du monde. Nos habitudes alimentaires, nos habitudes quotidiennes ne sont pas pareilles qu'aux autres. Nous avons quelques petites compositions que nous mangeons tout le temps sans savoir, qui nous mettent à l'abri de certaines petites maladies. Mais les Camerounais sont aussi forts, aussi intelligents pour respecter les mesures barrières et continuer la vie comme si le Covid n'existait pas. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans les bars. Vous n'êtes pas obligé de pleurer pour cette pandémie. Pleurez de ce que vous allez faire à cette pandémie. Alors, le moment pour le corps médical, il devrait normalement se dire, nous sommes des lions. Nous devons vaincre cette pandémie, bien qu'elle soit asymétrique. Elle se trouve partout. Soyez prêts à agir partout. Très bien. Monsieur le maire, Kaiser Show, on va applaudir. C'est un talent qui fait fierté au Cameroun, au-delà de nos frontières. Je vous laisse une minute. Nous allons vers la fin, malheureusement, avec Kaiser Show. Juste une minute d'échange entre vous. C'est moi qui lui pose des questions. Oui, vous dites quelque chose sur... Monsieur Kaiser, est-ce que vous avez appris à imiter le chef de l'État? Est-ce que vous n'avez pas peur qu'un jour vous soyez interpellé parce que...
Bon, monsieur le maire, c'est déjà d'abord un honneur d'être interviewé par un maire. Ça veut dire que je suis quand même, comme quelqu'un dirait, Kofi Olomide dirait dans ses chansons, Motonakati Babato. C'est-à-dire quelqu'un parmi les gens. Alors je réponds maintenant, monsieur le maire. Je n'ai nullement peur. Quand Jésus venait annoncer la bonne nouvelle, il savait bien qu'il pouvait être lynché. Mais le plus important pour lui, c'était de dire ce que pensait Dieu le Père. Et je crois que le moment était arrivé pour que les Camerounais soient aptes à pouvoir peut-être suivre, voir comment on se moque, on singe le chef ou alors le petit ouvrier du quartier. Si le chef de l'État vous invitait à le rencontrer, auriez-vous le courage de l'imiter devant lui? Vous auriez le même talent? Monsieur le maire, vous posez la question déjà sur ce qui est déjà arrivé. Et depuis 97. Très bien. C'était la dernière question. On vous dit merci, Président Kaiser Show. On espère pouvoir vous retrouver une prochaine édition de Dimanche VIP. Vous aviez un agenda très chargé. Merci d'avoir pris la peine d'être là. On espère qu'avec le déconfinement, on aura droit au concert, au spectacle du monde dans les... Le temps pour nous aussi de nous déconfiner dans notre secteur, parce que là, le d'ailleurs, je l'invite à Obala, qu'il vienne nous animer encore un peu. Vous avez quelques séquences à la télé dernièrement. Très bien, monsieur le maire Simon-Pierre Ediba, merci d'avoir accepté cette invitation. Nous avons passé près de 2 heures de temps ensemble. Nous vous disons merci. Bon retour chez vous à Obala. Nous adressons toutes nos chaleureuses salutations aux populations d'Obala. En premier chef, celle du président directeur général Dieudonné Véon qui a coordonné, qui a supervisé cette édition. Et également l'ensemble de l'équipe technique, tous ceux qui se sont dévoués, ils ont été très nombreux à avoir donné des mains et des pieds pour cette première édition de Dimanche VIP. Nous vous disons merci une fois de plus, monsieur le maire. C'est moi qui vous remercie, Serge, mais je vous permets quand même de me donner l'occasion de répondre à une interpellation. Le quartier chauffeur, cette route a déjà été programmée. Quand on laisse un peu les pluies, l'entreprise a commencé le travail, mais pour des raisons de corona, s'est retirée et reviendra dans quelques jours. La route du quartier chauffeur est concernée, le stade municipal, la route qui va à la gare et celle qui va à l'abattoir. Donc ce problème sera bientôt réglé. Je vous remercie de m'avoir invité ici et d'avoir présenté la commune d'Obala, qui est une commune qui est promue à un bel avenir et une commune où les populations sont dynamiques. J'en profite pour les inviter à davantage de dynamisme, à plus d'efforts dans le travail, mais surtout en cette période de corona, d'observer toutes les mesures qui ont été édictées par le gouvernement, parce que ça nous protège, ça les protège, ça protège chaque citoyen et ça protège les autres contre la maladie et contre la mort. Mesdames et messieurs, le mot est dit, protégez-vous, protégez ceux qui vous sont chers, protégez votre entourage contre le Covid-19 en respectant les mesures barrières prescrites par le gouvernement. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette première édition de Dimanche VIP. Restez fidèles au programme d'Info TV. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.